Il est jeune, éloquent, brillant. Danny Aifong. J'aimerais commencer en entendant votre point de vue sur la situation de la présidence de Donald Trump ce soir. Eh bien, c'est une excellente question. Et merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité, George. C'est toujours un plaisir. En ce qui concerne la présidence de Donald Trump, elle est en crise. Elle est en ruine, à bien des égards. J'écoutais tout à l'heure, et l'affaire Jeffrey Epstein ne disparaît jamais. Le New York Times publie des informations sur ses contacts directs avec Jeffrey Epstein, ce qu'il a nié. Tout cela n'a été qu'une vaste supercherie. Elle a été perpétrée par les démocrates, et certains républicains stupides et insensés tombent dans le piège. Ils finissent donc par faire le travail des démocrates. Les démocrates ne sont bons à rien d'autre que pour ces supercheries. Ils sont mauvais en matière de politique et mauvais pour choisir des candidats capables d'être élus. Encore et encore. Et il y a aussi le fait que Donald Trump a essentiellement, pour le meilleur ou pour le pire, je veux dire, je n'ai jamais adhéré à une grande partie du programme de Donald Trump. Mais il avait un mandat pour accomplir de nombreuses choses, y compris mettre fin au conflit en Ukraine. Et il n'a essentiellement rien fait de tout cela. Ce qu'il a fait n'a apporté que plus de crise et de misère à la population américaine en général, en particulier à ceux qui composent la classe ouvrière. Le grand problème auquel Donald Trump est confronté, c'est que d'un côté, il ne semble pas capable d'orienter la politique étrangère des États-Unis d'une manière qui reflète ce qu'il disait être sa vision, à savoir être la présidence de la paix. En réalité, les États-Unis sont toujours présents en Asie de l'Ouest. On parle d'ouvrir une base militaire près de Gaza pouvant accueillir jusqu'à 10 000 soldats américains. Il est même question d'une guerre avec le Venezuela. Il y a bien sûr le conflit en Ukraine qui fait rage, et cela ne cesse de continuer. Des menaces envers le Nigeria. Mais le grand problème pour Donald Trump, c'est que tout cela se déroule dans le contexte d'une crise économique générale aux États-Unis. Une forte inflation, des droits de douane qui ont été un désastre complet. Et Donald Trump paraît faible sur de nombreux fronts, y compris en ce qui concerne la guerre commerciale, qu'il a perdue de manière si humiliante à de nombreuses reprises depuis son soi-disant jour de la libération d'avril. Ainsi, la présidence de Donald Trump est en grande difficulté. Je pense d'ailleurs que cela pourrait être intentionnel, car souvent les présidents américains, tout comme le parti majoritaire, aiment céder un peu de terrain afin que leur criminalité, leur politique qui nuisent à la fois au peuple et à la planète, puisse être out to time totally as it pathy. En ce moment, c'est très difficile à faire. Il continue pourtant de le faire. Il dit que c'est la guerre de Biden en Ukraine. Il dit que c'est la faute de Biden si l'économie en est là. Mais en réalité, il avait un mandat. Il contrôle les deux chambres du Congrès et il détient une présidence qui n'a pas peur d'exercer au maximum, voire au-delà du pouvoir qui lui est accordé. Et pourtant, nous sommes dans la crise où nous nous trouvons. Donc, la responsabilité lui incombe. En somme, ce que nous voyons, c'est une présidence en ruine. Eh bien, analysons certains de ces problèmes. Commençons par le danger le plus évident, clair et présent, qui ressemble beaucoup au Vietnam. Une invasion par des soldats américains d'un vaste territoire peuplé de millions de personnes hautement radicalisées, toutes armées. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Danny, ton avis, va-t-il vraiment le faire? Je ne serais pas surpris s'il essayait. C'est pendant sa première administration qu'il a essentiellement tenté d'installer Juan Guaidó, et il y a eu une tentative d'assassinat contre Nicolás Maduro, soutenue par les États-Unis. Il n'a donc jamais eu peur. Son administration n'a jamais eu peur, que ce soit Trump 1 ou maintenant, de soutenir les éléments les plus extrêmes de l'opposition vénézuélienne
qui se trouvent aussi être les plus impopulaires. Il y a donc beaucoup de marge pour que les États-Unis s'enlisent dans un véritable bourbier, car malgré les sanctions, malgré les tentatives de délégitimer la direction du Venezuela, son système social, la révolution bolivarienne, comme on l'appelle, cela n'a en réalité conduit à aucun succès pour l'opposition de droite vénézuélienne soutenue par les États-Unis. C'est en réalité tout le contraire. Et comme vous l'avez souligné, la population du Venezuela est en train d'être armée. La grande majorité des Vénézuéliens sont pauvres, issus de la classe ouvrière, et ils soutiennent le gouvernement, ce qui signifie qu'ils sont tous prêts à se battre, essentiellement jusqu'à la mort, pour défendre leur souveraineté. Cela a toujours été le cas depuis que Hugo Chavez est arrivé au pouvoir à la fin des années 1990. L'armée a toujours été du côté du gouvernement. Ils n'ont pas réussi à retourner l'armée. Donald Trump n'a toujours pas réussi à le faire. Il y a des rumeurs, des fuites qui circulent, affirmant que l'administration Trump essaie, que la CIA essaie de le faire, et que cela ne fonctionne pas. Donc si les États-Unis s'y engagent, et nous avons de nombreuses options différentes, mais disons qu'ils choisissent la forme la plus extrême, à savoir des frappes terrestres sur le Venezuela. Cela pourrait sonner le glas de l'influence des États-Unis en Amérique latine. Ce pourrait être le bon côté des choses, car en ce moment, la situation en Amérique latine est très divisée. Il y a des figures comme Javier Milei, qui sont des libertariens extrêmes, et souhaitent une soumission totale à l'égard des États-Unis et d'Israël en Amérique latine. Et puis, il y a des personnes comme Nicolás Maduro qui veulent voir une Amérique latine souveraine et multipolaire. Si les États-Unis attaquent le Venezuela et tentent d'envahir le pays, nous assisterons à un basculement massif, loin de la léthargie mondiale, loin des marionnettes américaines, vers une Amérique latine plus unie. Et ce sera l'héritage de Donald Trump. En substance, il a fait la même chose en Iran lorsqu'il a bombardé ce pays à la fin de la guerre de 12 jours qu'il avait soutenue aux côtés d'Israël, et il est probable que cela se reproduise en Amérique latine. Mais cela se fera au détriment des civils vénézuéliens, du peuple vénézuélien, et également au détriment de la légitimité globale des États-Unis dans le monde. C'est vraiment l'héritage de Donald Trump jusqu'à présent. C'est la boule de démolition qu'il manie. Et je ne serais pas surpris qu'il essaie, car nous savons tous, et je pense, George, que tu suis la politique depuis longtemps, que lorsque les élections de mi-mandat approchent, lorsqu'une élection américaine se profile, la présidence, le bureau ovale, a tendance à vouloir faire une sorte de déclaration. Nous devrions donc tous rester vigilants et conscients de cela, car pour des personnes comme Marco Rubio, c'est un projet préparé de longue date. Oui, une guerre de diversion, mais cela n'a d'intérêt que si la guerre se passe bien. Je pense que toi et moi savons que les chances qu'une invasion du Venezuela se passe bien pour les États-Unis sont proches de zéro. Je veux dire, ils peuvent bombarder, bien sûr, et ils le feront peut-être. Ils peuvent même tuer le président, comme ils ont certainement essayé de le faire par le passé. Mais la révolution chaviste compte des millions d'adeptes et a apporté, comme tu le dis, des résultats pour les plus pauvres du Venezuela. Les plus pauvres, les plus noirs, les plus autochtones ont tous bénéficié, malgré toutes les sanctions, de la révolution bolivarienne. Et maintenant, ils sont tous armés. Je veux dire, Maduro est un tel dictateur qu'il a donné des armes à des millions de personnes, lesquelles, si elles le détestaient, pourraient se retourner contre lui. Mais il est convaincu qu'elles préféreraient les pointer sur les Yankees. Donc, une guerre de diversion? Eh bien, Trump miserait tout là-dessus. C'est un sacré pari, non? C'est vrai, et votre public s'en souvient probablement, George. En 2011, les États-Unis ont utilisé l'OTAN pour bombarder et renverser le gouvernement libyen. Muammar Kadhafi avait fait quelque chose de très similaire,
car la Libye n'avait pas réellement d'armée permanente. C'était en réalité une démocratie tellement décentralisée qu'elle se qualifiait de démocratie directe. Sa seule armée était une armée populaire, et c'est elle qui combattait les terroristes sur le terrain et remportait des succès jusqu'à la campagne de bombardement. Tout cela pour dire que les États-Unis ne s'engagent pas ici dans une guerre facile. Je pense que Nicolás Maduro pourrait être assassiné. Les États-Unis, la CIA, Israël, ils sont doués pour les attentats terroristes. Ils savent comment déclencher une sorte de crise interne. Cela pourrait arriver. Mais alors, quel en serait le résultat? Le résultat sera probablement une guerre longue, prolongée et finalement perdue, qui unira sans doute le reste de la région, y compris les Vénézuéliens, contre les États-Unis. Et les conséquences sur la scène mondiale constitueront un nouvel exemple pour le reste du monde de ce qui se produit lorsque l'on défie, lorsque l'on tente de tracer sa propre voie dans le destin du développement, politique, économique ou autre, lorsque l'on affirme sa souveraineté. Ce sera une leçon pour le reste du monde sur ce qui est susceptible d'arriver, et cela poussera encore davantage le monde vers une politique multipolaire. C'est là l'héritage de tous les présidents américains, sans doute depuis 2001, lorsque la guerre contre le terrorisme a été déclarée. Mais cela s'est accéléré de manière spectaculaire sous Obama, sous Trump, puis Biden a véritablement allumé la flamme que Donald Trump semble aujourd'hui incapable d'éteindre et qu'il ne fait qu'attiser encore davantage. Et voilà ce qu'une guerre au Venezuela provoquerait. Ce serait une catastrophe. Les États-Unis, le monde n'est plus le même. Les États-Unis ne peuvent plus dicter leurs conditions comme autrefois. Ils en sont même réduits à inventer des rumeurs sur Nicolás Maduro, prétendant qu'il voulait tout abandonner pour éviter une guerre, alors que toutes ces déclarations disent exactement le contraire, tandis qu'il brandit Ho Chi Minh et arme la population. Ce sera une catastrophe pour les États-Unis. La seule question est de savoir quel type de catastrophe l'administration Trump veut, ce qu'elle peut supporter, et quelles en seront les conséquences. Et elles seront mauvaises sur toute la ligne. Tout gain à court terme sera accompagné de problèmes et de crises à long terme. Qu'as-tu ressenti en voyant ce djihadiste, cet homme de la charia, pas Mamdani Jolani, assis à la Maison-Blanche, aspergé de parfum, du parfum Trump? Dieu sait ce que ça fait. À qui l'on demande combien de femmes il a? Parce que je ne sais jamais avec vous, à plaisanter dans le bureau ovale. Un homme pour lequel, il y a à peine un an, on aurait pu toucher 10 millions de dollars en le livrant. Oui, c'est absolument écœurant. D'un côté, beaucoup ont été très critiques envers Vladimir Poutine pour avoir tenu une rencontre au sommet avec Jolani. Mais en réalité, la Russie n'a pas été l'architecte du changement de régime en Syrie. C'est les États-Unis qui l'ont été. La Russie doit donc jouer la carte du réalisme politique, car c'est ce qu'un gouvernement fait lorsqu'il essaie d'éviter la guerre, peu importe ce qu'on en pense ou l'image que cela renvoie. Mais sans Enzeteru, ils étaient une tôt histoire. Les États-Unis sont les architectes du chemin. Les États-Unis étaient ceux qui, à travers leurs États vassaux dans la région, Israël et eux-mêmes, soutenaient des gens comme Jolani. Les États-Unis avaient mis une prime sur la tête de Jolani. L'ambassade américaine pour la Syrie, jusqu'à ce que Jolani soit oint président, affichait encore cet avis, indiquant qu'il y avait une énorme récompense pour capturer Jolani, mort ou vif. Voilà qui était Jolani, un coupeur de tête. Quelqu'un qui a commis d'innombrables crimes, et tout cela au profit de l'Empire, au profit des États-Unis et d'Israël. Et maintenant, il arrive en tant que président, littéralement coupeur de tête, adoubé à la Maison-Blanche, traité avec le plus grand respect. Certains ont qualifié cela de maladroit, mais en réalité, c'était pathétique.
C'était, à mon avis, une gifle pour tous ceux qui s'étaient opposés à la guerre en Syrie. Une grande partie de sa base s'était opposée à cette guerre, à ce qui s'y passait, aux conflits sectaires, aux groupes armés, aux affiliés d'Al-Qaïda comme Jolani, ce genre de choses. Et maintenant, Donald Trump les adopte et va même jusqu'à appeler à ce que beaucoup n'ont peut-être pas remarqué: une présence militaire américaine encore plus enracinée en Syrie, tout en faisant avancer le chariot de la privatisation pour dépouiller le pays de ses ressources. Voilà la Syrie que les États-Unis ont créée. Et voilà la Syrie que Donald Trump embrasse désormais de la manière la plus grossière et véritablement méprisable. C'est ce que j'en retiens. Toutes ces années à soutenir le changement de régime en Syrie ont conduit à l'un des spectacles les plus embarrassants et les plus méprisables que nous ayons jamais vus. Et c'est quelque chose que Donald Trump finit par adopter. Mais c'est le genre d'image qui ne lui apporte aucun bénéfice. Elle ne fait que nuire à son administration. De plus en plus de gens voient ce qu'il en est réellement. Il s'agit pour les États-Unis de maintenir et d'étendre leur hégémonie à tout prix. Et Jolani n'est qu'un outil pour y parvenir. Qu'il soit en costume ou sur le champ de bataille, en tant que proxy payé des États-Unis, de l'Arabie Saoudite ou de quiconque, tranchant des têtes et commettant des massacres au service de l'Empire. On peut toujours compter sur les médias. Je veux dire, il était là, dans le pays qui a subi le terrible crime du 11 septembre, et on nous dit que c'était aux mains d'Al-Qaïda. Voici le chef adjoint d'Al-Qaïda dans votre pays, à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Et personne, tout le monde a oublié, le 11 septembre. Je n'ai vu aucun commentaire dans les médias grand public, certainement pas à la télévision, qu'il est vraiment mis face à ses responsabilités concernant le 11 septembre. Peut-être qu'on aurait pu demander des excuses ou quelque chose du genre. Ils n'ont rien eu de tout cela, et personne ne l'a demandé. Non. Et tout cela fait partie de la ruse. En réalité, une manipulation massive à l'échelle de la population menée par l'establishment de la politique étrangère américaine depuis le tout début. Même avant le 11 septembre, les États-Unis soutenaient et armaient déjà ces groupes par l'intermédiaire de la CIA. Beaucoup se souviendront de la guerre soviéto-afghane, durant laquelle la CIA armait et finançait massivement les Moudjahidines, qui sont ensuite devenus des forces comme les Jolanis du monde. C'est un problème historique. Et même dans l'une des interviews que j'ai vues sur Fox News, où on l'interrogeait sur ce qu'il ressentait à propos du 11 septembre, ce qu'il en pensait. Avez-vous, Monsieur le Président, des regrets quant au fait qu'Al-Qaïda ait mené ces attaques qui ont tué 3000 Américains? Je n'avais que 19 ans, donc j'étais très jeune, et je n'avais aucun pouvoir de décision à cette époque. Je n'avais rien à voir avec cela, et Al-Qaïda n'était pas présent dans ma région à ce moment-là. Vous vous adressez donc à la mauvaise personne pour ce sujet. Nous pleurons chaque civil qui a été tué, et nous savons que les gens souffrent de la guerre, surtout les civils, qui en paient un lourd tribut. Même cette réponse a simplement révélé sa défensivité. Il essayait de dire qu'il n'était pas du tout impliqué. Il n'avait que 19 ans. Mais le problème, c'est qu'en disant cela, il s'est en réalité impliqué lui-même dans des opérations d'un type très similaire, sinon celle-là même. Et c'est à quel point la situation est absolument embarrassante pour les États-Unis, que ce soit les médias d'entreprise qui tentent de le blanchir ou Donald Trump qui le vaporise. Disons, d'un genre d'eau de Cologne blanchissante. Quelles que soient les apparences et quelle que soit l'approche adoptée envers Jolani, c'est profondément embarrassant et humiliant. Cela montre au monde exactement ce que fait l'establishment de la politique étrangère américaine. Armer, financer et former ces groupes, en faire des instruments de leurs propres objectifs de politique étrangère.
pour qu'ils finissent souvent par se retourner contre eux. Mais quand ce n'est pas le cas, quand cela fonctionne, comme en Syrie, alors ils sont accueillis comme des héros, plus héroïques encore que leurs propres soldats, morts par milliers à cause des guerres justifiées par le 11 septembre. C'est absolument criminel, et je pense que beaucoup de gens aux États-Unis regardent cela soit avec dégoût, soit avec la compréhension que cela ne les concerne pas. Le gouvernement ne se soucie pas d'eux. Donald Trump ne se soucie pas d'eux non plus. Tout tourne autour du pouvoir, pour une infime minorité, au détriment de tous les autres. Et Donald Trump pousse cela de la manière la plus obscène qui soit en ce qui concerne Jolani et cette visite.